La CCMO Mutuelle vous présente Ma Santé et moi sur Radio Mercure. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce premier numéro de Ma Santé et moi sur Radio Mercure, votre nouvelle émission sport, santé et bien-être en partenariat avec la CCMO Mutuelle. Tous les premiers mardis du mois, nous aurons le plaisir de se retrouver entre 8h15 et 8h45 sur le 93 FM partout dans l'Oise et vous pouvez nous réécouter en podcast et nous voir en vidéo sur www.radiomercure.fr. Dans 10 jours, très exactement, nous célébrerons en France la journée nationale du sommeil et c'est justement le thème de Ma Santé et moi aujourd'hui, les bienfaits de l'activité physique sur le sommeil. Pour en parler, nous serons avec notre expert du jour, coach sportif et conseiller mutualiste à la CCMO, Laurent Chopin, qui nous rejoindra dans quelques instants sur ce plateau. Mais pour commencer cette émission, nous sommes avec le directeur général de la CCMO, Christian Germain. Bonjour à vous, Christian. Bonjour Nassim. Alors pour commencer, Christian, déjà expliquez à nos auditeurs ce que c'est que la CCMO. Alors, la CCMO est une mutuelle santé et prévoyance qui est installée à Beauvais et qui rayonne d'abord sur la Picardie, puis sur le reste de la France et enfin un tout petit peu au Portugal. C'est une mutuelle qui couvre 200 000 personnes en santé et 100 000 en prévoyance et c'est la 30e mutuelle de France au classement de notre profession. Vous êtes un acteur de la santé sur le territoire de l'Oise, Christian. Comment ça se concrétise concrètement ? Alors, acteur santé sur le territoire, cela veut dire qu'on essaye de permettre à tout le monde d'avoir un accès facilité aux soins et de leur rembourser ce dont ils ont besoin. Je m'explique, ça peut être par des biais de services, mais ça peut être aussi par des garanties, la facilité du tiers payant et enfin des prises en charge, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit chez les dentistes ou chez les opticiens. Parallèlement, notre action vise aussi la prévention, puisque nous menons un certain nombre d'actions comme les journées essentielles ou le tour essentiel sur le mal de dos par exemple. Et notre mission, c'est d'aider les gens à être en meilleure santé, non pas uniquement par des actions de curation, mais par aussi des actions de prévention. Alors justement, la prévention, c'est un peu le thème de cette émission et l'objectif de ce partenariat entre Radio Mercure et la CCMO. Pourquoi justement c'était important pour vous de concrétiser ce partenariat avec un acteur local ? Tout d'abord, Radio Mercure est une radio qui a un petit côté sentimental puisque c'est une radio avec qui on a travaillé dès le début au moment où j'ai repris cette mutuelle. La deuxième chose, c'est que c'est pas parce qu'on se développe sur le plan national qu'on doit oublier notre valeur fondamentale qui est la proximité. Et la proximité, c'est aussi de travailler avec des acteurs de proximité tels votre radio. Eh bien, écoutez, Christian Germain, on vous remercie d'être venu présenter la CCMO. On donne quand même éventuellement un contact ou un endroit pour les auditeurs qui nous écouteraient, qui voudraient prendre quelques renseignements, voire adhérer chez vous. Ils peuvent nous passer dans une de nos agences, puisque nous avons des agences à Beauvais, Creil, Compiègne, Soissons ou Amiens. Et ils peuvent aussi nous appeler au 03 44 06 90 00. Merci Christian Germain d'être venu sur notre plateau. Je vous propose maintenant, comme je l'avais indiqué en introduction, de passer au thème du jour, qui est le sommeil et les bienfaits de l'activité physique sur le sommeil. Et pour en parler, nous accueillons dans ce studio Laurent Chopin, coach sportif et conseiller mutualiste à la CCMO. Bonjour Laurent Chopin. Bonjour Nassim. Alors Laurent, vous êtes coach sportif, vous êtes conseiller mutualiste à la CCMO et également impliqué dans différentes associations zizariennes. On va passer maintenant au sujet du jour avec vous, les bienfaits de l'activité physique sur le sommeil. Laurent Chopin, déjà pour commencer, et pour éviter tout quiproquo pour nos auditeurs, est-ce qu'on peut définir avec vous ce qu'on entend par activité physique et par sommeil ? Alors, il est effectivement essentiel de positionner le cadre théorique. Alors, nous sommes à la CCMO très attachés à cette notion d'activité physique et qu'on distingue vraiment de la notion de sport pur et dur, puisque cette notion de sport peut éventuellement rebuter ou en tout cas un petit peu impressionner les gens. On est vraiment sur de l'activité physique, donc c'est la reprise de mouvement, c'est du schéma corporel, c'est ce genre de choses. On n'est pas dans le sport stricto sensu avec de la compétition et des notions d'effort qui sont démesurées. Et la notion de sommeil, tout le monde sait ce que c'est, mais peut-être que certaines petites précisions sont essentielles et notamment
voilà, la récupération physique, elle apparaît évidente sur cette notion de sommeil, puisqu'on le disait, on passe quasiment un tiers de notre temps à dormir. Puisque si la moyenne nationale est aux environs de 7h30 de sommeil, donc bon an mal an 8 heures, 24 heures de jour, 8 heures, ça fait exactement un tiers. La récupération physique, comme je le disais, est donc une évidence, mais il y a aussi une récupération mentale, bien sûr, de l'ensemble du stress, de l'ensemble des points d'achoppement qui peuvent se passer sur l'ensemble d'une journée, qu'elle soit professionnelle, familiale, peu importe. Et il y a aussi toute une notion d'apprentissage, l'apprentissage moteur, et ça c'est essentiel chez les enfants, notamment dans l'apprentissage du geste technique dans l'activité physique, mais aussi tout le passage de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme, donc tout ce qui va être créatif, tout ce qui va être apprentissage de la lecture, etc. Donc les proverbes disent qui dort dîne ou la nuit porte conseil. Dans la nuit, on apprend en fait également, et ça c'est aussi important de le souligner. C'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément. Notre corps ingurgite, en fait, digère, c'est ça tout ce qu'on fait dans la journée. Notre cerveau. Dans la nuit. Justement, pourquoi le sommeil, Laurent, a-t-il une importance capitale pour notre organisme ? Eh bien justement, par rapport à tous les points que je viens d'évoquer, on est sur cette notion de récupération et sur cette notion d'apprentissage. Et le problème, c'est qu'il peut y avoir beaucoup de perturbateurs sur le sommeil, et qui peut avoir des points tout à fait négatifs, et même certains qu'on n'attend pas forcément. Alors, pour bien dormir, quel genre d'activité physique est conseillé, Laurent ? Alors, c'est toute la question, effectivement. Ouais. Il y a une notion, effectivement, de sport, d'intensité, d'activité physique. Tout ça mélangé peut troubler un petit peu les gens. On a les études qui nous montrent que l'activité physique, effectivement, a un bienfait sur le sommeil. Maintenant, il ne faut pas qu'elle soit timée n'importe comment dans la journée, et surtout en fonction des intensités. On a tendance à voir et à constater sur le terrain qu'une activité trop intense faite trop tard dans la journée, une séance d'un sport quel qu'il soit, d'une activité quelle qu'elle soit, à partir du moment où elle va être intensive au-delà de 19h, va avoir une perturbation sur l'endormissement, notamment lié au fait que le métabolisme se remet en action après sa journée de travail. Et on n'est pas tous égaux par rapport à ça, puisque certains vont avoir une digestion de 3 heures avant de pouvoir redescendre, à la fois en termes d'adrénaline, en termes de concentration et de vigilance, et pour certains ça va jusqu'à 6 ou 7 heures. Alors justement, sur le type d'activité physique, est-ce qu'il faut privilégier de la marche, de la nage en brasse à un rythme tranquillement ? En brasse, Nassim, en brasse. Pourquoi pas en crawl ? Le crawl, c'est déjà un peu plus physique, hein, un peu plus compliqué. Ou est-ce que justement, on peut aussi se faire une grosse séance de karaté, une grosse séance de sprint ? Est-ce que ça, c'est des choses qui sont possibles en fin de journée pour pouvoir bien dormir ensuite ? Tout est toujours possible. Il y a plusieurs niveaux d'interprétation et d'analyse. Le premier est effectivement l'intensité qu'on va mettre dans son activité physique, et cette intensité, comme je le disais précédemment, va avoir une influence sur l'endormissement et sur la qualité du sommeil. Donc il est évident qu'une intensité trop élevée va être très perturbatrice sur le sommeil. Après, il y a aussi le niveau d'expertise, c'est-à-dire l'habitude qu'on va pouvoir en avoir. Quelqu'un qui a l'habitude de s'entraîner plusieurs fois par semaine va mettre en place une espèce de routine et va habituer son corps, au même titre que l'apprentissage, au même titre que l'entraînement permet de progresser, va habituer son corps à ces sollicitations, et donc va adopter, va pouvoir s'endormir, va pouvoir dormir beaucoup plus correctement que si, par exemple, on se fait tous les deux une séance de boxe alors qu'on n'a pas l'habitude d'ici ce soir, et ça peut poser quelques problèmes, c'est une évidence. Jusqu'à quelle heure on peut faire du sport si par exemple on veut s'endormir aux alentours de 23h ? Est-ce qu'il faut faire du sport vers 17h, vers 19h ? Est-ce qu'à 21h on peut se faire une séance de sport ? Combien de temps en fait il faut pour pouvoir ensuite bien s'endormir ? Alors l'idéal c'est le midi. L'idéal serait effectivement le midi. Maintenant, en fonction de toutes des contingences, c'est-à-dire du travail, de la vie professionnelle, de la vie familiale, on n'a pas forcément le timing, comme un athlète de haut niveau peut l'avoir sur l'ensemble d'une journée. Et ce timing, si nous n'avons pas la possibilité, si nos auditeurs n'ont pas la possibilité de faire une activité physique le midi ou peut-être un peu tôt le matin, il faut leur laisser la possibilité de pouvoir le faire à partir de 17h, 18h, 19h. Maintenant, le ratio dont je viens de parler, entre 3 et 6 heures sur la hausse du niveau de vigilance, la hausse du niveau de sécrétion notamment d'adrénaline, fait que j'aurais tendance à dire, pour l'exemple dont vous parlez, 23 heures, il faut que la séance soit terminée à 20 heures si on veut avoir une chance de s'endormir à 23 heures.
Ça, c'est une évidence. Alors justement, l'un des clichés quand on discute avec nos auditeurs, c'est de se dire, voilà, j'ai du mal à m'endormir en règle générale. Et justement, la technique que j'ai trouvée, c'est de faire une grosse séance de sport juste avant pour me fatiguer. Et comme ça, je vais m'écrouler dans mon lit et tomber de fatigue et m'endormir tout de suite. Est-ce que ça, c'est une réalité ou est-ce que c'est un cliché, Laurent? Alors, ça ressemble plus à un cliché qu'à une réalité. Maintenant, c'est vrai qu'une grosse séance, mais quand on parle de grosse séance, il y a le rapport entre l'intensité et la durée. Une séance intensive peut être relativement courte. On peut faire si on prend l'exemple de sportif, un sprinter peut faire une séance avec des pics d'intensité très élevés, mais sur des périodes relativement courtes, mais va générer une hausse de son métabolisme qui va faire que ça va être compliqué de s'endormir. Maintenant, une sortie vélo un peu longue ou un footing un petit peu long peut effectivement avoir un aspect facilitateur du sommeil, mais pas forcément de la qualité du sommeil qui va suivre. Et c'est ça le problème. Mais encore une fois, cette notion le mot que vous avez employé de dire pour s'assommer est très compliqué et dépend de l'ensemble des paramètres que j'ai évoqués précédemment, c'est-à-dire l'habitude, les routines qui sont en place et le niveau d'expertise, c'est-à-dire la façon dont on s'entraîne dans une semaine et le rythme qu'on utilise. Ouais, et puis c'est important aussi de préciser qu'être fatigué et s'endormir, c'est deux choses différentes. C'est deux choses complètement différentes parce qu'on peut ressentir après une séance de sport ou d'activité physique, quelle qu'elle soit, si elle a été un petit peu intensive, un sentiment de fatigue générale, mais qui n'est pas forcément facilitateur de l'endormissement, puisque la fatigue physique, comme je le disais tout à l'heure, est une chose. Il y a aussi la notion de stress, la notion de sécrétion hormonale, notamment l'adrénaline, qui fait que ça peut rehausser la vigilance et on peut avoir cette sensation d'être complètement assommé, fatigué, mais de ne pas pouvoir s'endormir ou pas dormir de façon qualitative. Alors là, on a parlé pour l'instant du fait de faire du sport et que ça peut empêcher de bien s'endormir, mais nous, notre thème, c'est justement les bienfaits de l'activité physique sur le sommeil. Donc comment faire en sorte, Laurent, que justement cette activité physique, ce soit un bienfait pour notre sommeil ? Eh bien, il faut la pratiquer de façon régulière, il faut mettre en place, on n'est pas tous égaux face au sommeil, c'est ce que je disais précédemment, donc mettre en place les séances qui permettent, et ça c'est avec l'expérience qu'on l'acquiert, qui permettent de pouvoir s'endormir, d'avoir un sommeil de qualité. Maintenant, on peut très bien aussi, en fonction de ce qu'on fait dans la semaine, déplacer les séances qui vont être dites un petit peu intensives et utiliser des séances beaucoup plus tranquilles, voire même des séances d'étirement, des séances de relaxation qui, elles, vont améliorer la qualité de l'endormissement et du sommeil en général. Et là, justement, Nassim, c'est très très important de se dire, en fonction de ses contingences professionnelles et familiales, si on met en place une séance intensive un soir, il faut bien respecter tout le processus lié à l'entraînement, et ça, j'y suis très attaché. C'est une séance, quelle qu'elle soit, nécessite forcément un échauffement, le cœur de la séance et un retour au calme, ce qu'on appelle traditionnellement donc de la récupération, mais c'est le retour au calme. Et il est important que l'ensemble de nos éditeurs ait bien cela en tête. L'échauffement va préparer à la séance et la récupération derrière, le retour au calme, va éliminer tous les facteurs, on va dire tous les agitateurs, tous les facteurs un petit peu stressants et qui vont laisser ce point de vigilance très très haut, et surtout vont permettre l'assimilation de la séance en elle-même. Donc il est inutile d'arriver coûte que coûte, transpirant, avec la chemise battant au vent pour pouvoir se changer le plus vite possible, faire la séance le plus vite possible parce qu'on est un petit peu en retard et puis prendre la douche en 4 secondes et demie. Il est quand même malgré tout très très important d'utiliser ces 3 points, donc je répète, échauffement, cœur de séance et retour au calme, pour pouvoir assimiler correctement la séance et surtout derrière ne pas avoir les méfaits de cette activité physique. Alors ça dépend évidemment des sports, mais en général, quels conseils on peut donner justement pour un bon échauffement ? Alors l'échauffement est un point particulier. L'échauffement en 2 mots sert évidemment à préparer à la séance qui suit. On ne s'échauffe pas de la même façon quand on fait une séance très intensive ou quand on va simplement faire un footing. Un footing de 45 minutes, l'échauffement ça va être les 10-12 premières minutes où on va faire monter le métabolisme, mettre un petit peu sous pression l'ensemble de l'organisme et puis après on va prendre sa vitesse de croisière. Donc là il n'y a pas de problème. Là le retour au calme ne va pas être dans le cœur de la séance. Le retour au calme peut être une séance de 10-15 minutes d'étirement derrière, la récupération avec l'hydratation et la nutrition qui va avec, bien sûr. Maintenant, si c'est une séance très intensive, l'échauffement doit préparer à la fois d'un point de vue métabolique, d'un point de vue musculaire, d'un point de vue température du corps, l'ensemble des processus pour pouvoir gérer correctement sa séance. Est-ce que c'est important aussi de bien boire avant l'effort ou est-ce qu'il faut boire pendant l'effort seulement ?
Alors ça dépend ce qu'on boit, hein, mon cher Nassim. De l'eau, de l'eau. Je parle d'accord. d'hydratation, évidemment. L'hydratation, elle doit être quasiment, quand on fait une activité physique régulière, elle doit être quasiment en continu dans la journée, sans rien faire de particulier, juste en étant dans la vie normale, si, entre guillemets. C'est bon an, mal an, entre 1,5 litre et 2 litres de perte avec la sudation, avec l'ensemble du processus métabolique, donc déjà à la base. Donc déjà, si sans faire d'activité physique, vous ne buvez pas 1,5 litre, vous êtes un petit peu en déplétion d'hydratation. Si en plus il y a une activité physique, bien sûr, il faut que ce soit un petit peu plus important. Maintenant, il y a certaines activités physiques dans lesquelles c'est facile de poser une gourde et de le boire dans les temps de repos. Si ça n'est pas possible parce qu'on est sur quelque chose de continu, c'est évidemment l'hydratation et les boissons de récupération post-effort qui vont être essentielles. Alors là, on a parlé de l'hydratation, on a parlé de l'échauffement avant l'effort. Une fois que l'effort est terminé, c'est pareil, il est 8 heures, j'ai envie de rentrer chez moi, il faut faire à manger, il faut dormir. Est-ce que c'est 10-15 minutes qu'il faut prendre pour s'étirer? Quand on discute souvent avec les sportifs du dimanche, ouais, l'étirement, ça sert à rien, tant pis. Pourquoi c'est important quand même de prendre ce temps-là d'étirement après une séance, Laurent? Alors il y a deux choses qui sont différentes. Il y a le retour au calme, qui est une récupération active, qui la plupart du temps va se faire sur le geste sur lequel on a travaillé. Si c'est de la course, on fait un petit footing de relaxation très court. Qui va le permettre de passer sur la séance d'étirement. Si c'est une séance, comme vous le disiez, en salle, sur un sport de combat ou ce genre de choses, les étirements sont fondamentaux pour deux raisons. Il y a déjà ce retour au calme, il y a le déstress musculaire, ça va permettre aux muscles d'abaisser leur température et de récupérer des éventuels traumatismes qu'il peut y avoir. Quand je dis traumatisme, ça n'est pas forcément des coups, hein, ça peut simplement être les fibres musculaires à partir du moment où on rentre dans l'effort, elles sont sollicitées. Évidemment, sinon on ne bougera pas. Par conséquent, il va falloir qu'elles comprennent qu'il faut déstresser tout ça, baisser le niveau métabolique, ralentir tranquillement. Et ces 10, 15, 20 minutes, si on a le temps de pouvoir le faire, vont aussi permettre l'assimilation du geste technique et ou de l'impact physiologique qu'on a pu avoir pendant l'effort. Laurent, donc l'activité physique et le sport en général, évidemment, c'est à faire avec précaution. On l'a dit, il faut bien s'échauffer, bien récupérer. Le cas inverse, ça peut être celui d'un sportif qui a ses 3 entraînements dans la semaine, par exemple de football, de volley ou de handball, et qui veut vraiment y aller alors qu'il se sent vraiment fatigué. C'est quoi les risques si on fait du sport en étant très fatigué à côté, en manquant de sommeil par exemple? Alors il y a plusieurs risques. Il y a d'abord l'aspect vigilance. Quand on est fatigué, on est beaucoup moins vigilant. Donc sur les sports dont vous avez parlé, qui sont des sports avec un geste technique, avec une certaine technicité, on peut être bien moins vigilant, donc moins performant. Ça c'est une évidence. Sur des sports qui nécessitent peut-être moins de gestes techniques, mais qui ont un impact physiologique, il peut y avoir le risque de blessure. Un organisme fatigué a moins bien récupéré et récupérera moins bien. Donc forcément, le risque, il est clairement si c'est de façon chronique, dans les tendinites, dans la casse des fibres musculaires, donc tout ce qui va être claquage, élongation et l'ensemble des blessures musculaires qu'on peut contracter. Donc le conseil dans ce cas-là, c'est de dire, si on se sent fatigué, on annule une séance par exemple dans la semaine? Il peut être infiniment profitable d'annuler une séance ou de la remplacer si on avait prévu une séance un tant soit peu intensive, de la remplacer par quelque chose qui va être beaucoup moins intensif. Vous parliez de football, alors le football c'est un petit peu compliqué, c'est un sport d'équipe. Si vous dites non, aujourd'hui je suis fatigué, je m'entraîne pas avec vous, ça peut être un petit peu sujet à caution, donc c'est un petit peu difficile. Sur les sports individuels, ça l'est un petit peu moins et on peut tout à fait remplacer, si on avait prévu une séance difficile, la remplacer par une séance d'étirement, une séance de gainage, une séance beaucoup moins intensive. Vous avez une séance de piste par exemple pour les athlètes de prévu, vous la remplacez par 20 minutes de footing et 20 minutes d'étirement. Le bénéfice tiré de ce petit remplacement et entre guillemets de ce petit inconvénient va être infiniment supérieur au risque qu'on prend si on fait coûte que coûte sa séance. Donc il faut savoir s'adapter. Est-ce que justement c'est parce qu'on dort mal qu'on est fatigué et qu'on se blesse, ou est-ce que c'est parce que on est blessé qu'on dort mal? Les deux, mon capitaine, j'aurais tendance à dire les deux. Quand on est blessé, et ça dépend effectivement du type de blessure, mais une blessure qui peut être articulaire comme une entorse ou une blessure sur un sport de combat ou un sport à risque comme le ski peut faire qu'effectivement on dort mal parce que la position n'est pas la bonne. Dès qu'on va essayer de bouger, et je peux vous le dire, sur certaines chutes de vélo, en s'endormant, on a vite fait de se tourner du mauvais côté et d'être réveillé, donc ça c'est une évidence. Mais le risque, alors on n'est pas tous égaux non plus face à ça.
Un organisme fatigué qui va faire un effort, une activité physique, un sport, a des risques plus grands de se blesser que si on a bien récupéré, si on est frais, évidemment. Donc j'aurais tendance à dire que c'est le serpent qui se mord la queue, puisque les deux sont liés. Et il faut vraiment réfléchir dans ce processus sur une globalité et de prendre en compte tous les paramètres. Les paramètres physiques, psychologiques, environnementaux, il faut absolument essayer de pouvoir raisonner. Et un entraînement, une activité physique se fait dans ce cadre-là. Alors je le disais tout à l'heure, Laurent, vous avez une expérience notamment dans le triathlon avec des triathlètes de haut niveau, aussi des expériences notamment dans le football. Là on parlait de conseils en général pour nos auditeurs, donc pour des sportifs lambda on va dire. Pour des athlètes comme ça de très haut niveau, est-ce qu'on peut être performant en dormant très peu ? Une fois. J'ai même pas mis l'accent belge, hein, vous avez vu. Non, une fois, oui, ça peut arriver. Effectivement, c'est quand même très très difficile. On parle de cet exemple du sport de haut niveau. On est quand même dans de la très haute performance et c'est quand même très compliqué. Maintenant, un sportif de haut niveau ne se focalise pas sur la nuit qui précède la compétition. Que ce soit un match de football, que ce soit un triathlon, comme vous l'avez dit. Cette nuit-là n'a que peu d'importance, parce que cette nuit-là va être souvent l'occasion de penser au match ou de penser à sa compétition. Pourquoi pas mettre en place des tactiques, essayer d'anticiper les choses d'un point de vue mental, à partir du moment où les nuits qui ont précédé, c'est-à-dire la nuit en J-1, -2, -3, etc., la semaine qui précède, si ces nuits-là ont été de qualité, la dernière nuit, souvent les sportifs de haut niveau dorment 2-3 heures parce qu'il y a le stress de la compétition, parce qu'il y a un certain nombre de processus mentaux qui se mettent en éveil et qui empêchent l'endormissement. Ça, c'est pas très très grave. Maintenant, il y a un autre aspect qui est lié et ça je l'ai vu avec les triathlètes, sur le décalage horaire. Et ça peut être intéressant aussi pour certains de nos auditeurs qui peuvent aller éventuellement faire, pourquoi pas le marathon de New York où il y a un décalage horaire. Donc tous les athlètes que j'ai pu avoir qui faisaient des Coupes du Monde et qui se déplaçaient un petit peu partout dans le monde, il y a une étude qui avait été faite et commanditée par la Fédération française de triathlon où les habitudes et le profil de sommeil de chaque athlète de haut niveau avaient été définis. En règle générale, on dit un jour pour 1 heure de décalage horaire. Vous allez dans un pays où il y a 5 heures de décalage horaire, l'idéal c'est d'arriver 5 jours avant pour récupérer le décalage jour par jour, 1 heure par jour. Personne n'utilise le même processus pour la notion de sommeil. Donc les études avaient été faites parce que certains athlètes avec un gros décalage horaire en arrivant la veille étaient quand même performants et d'autres il leur fallait 5, 6, 10 jours. Et donc sur les très très gros événements, la Fédération française de triathlon avait mis en place et au point des arrivées différées qui permettait d'optimiser le niveau de récupération et donc le niveau de performance sur la compétition. Alors pour des athlètes de haut niveau qui ont évidemment les moyens, le temps, des sponsors, un accompagnement, on imagine qu'il y a des spécialistes du sommeil, etc. qui sont sollicités. Pour nos auditeurs qui forcément n'ont pas tout ce staff, cet encadrement autour d'eux, comment ils peuvent faire s'ils veulent essayer d'avoir justement des conseils sur leur sommeil, sur l'activité physique, à quel moment essayer de se faire peut-être une sorte de calendrier, de planning. Comment on peut faire pour essayer de mettre ça en place ? Alors il y a deux aspects. Il y a le premier dont on a parlé en début d'émission qui est comprendre le sommeil, donc définir le cadre théorique. Et ça maintenant avec Internet on a beaucoup de sites. On a sur le site de la CCMO, il y a un dossier sur le sommeil que vous pouvez aller consulter. Il y a l'Institut national du sommeil et de la vigilance qui a de très très bons articles et qui va donner une orientation. Ensuite, il faut comprendre dans quelle case on peut se situer. Et il y a surtout l'expérience qui va permettre aux gens de savoir comment ils réagissent et de pouvoir gérer correctement l'impact du sommeil et de la compétition à venir ou de l'activité physique sur leur sommeil. Donc c'est à chacun de voir un petit peu ses cycles du sommeil, à soi-même, savoir combien de temps il a besoin de dormir par jour, etc. C'est un travail à faire sur soi. Oui, c'est une connaissance de soi avec soi-même, ça c'est évident puisque, on le disait, la moyenne est aux alentours de 7h20, 7h30 sur la population. Maintenant, on a bon an mal an 10% de la population française qui dort moins de 6 heures et on a 5-6% qui dort plus de 9 heures. Donc vous voyez, on n'est pas du tout... c'est équivalent, ça n'est équivalent pour personne et donc il faut avoir ses habitudes. On va dire voilà, je dors 6 heures, vous avez l'expérience de savoir si ces 6 heures ont été suffisantes pour récupérer. Dans le langage commun, on en parlait tout à l'heure, beaucoup de gens disent moi sans mes 8 heures je suis encore fatigué. Donc voilà, c'est des routines qu'on met en place et surtout par rapport à ce que vous évoquiez, et j'insiste vraiment dessus, cette notion de routine, surtout quand on fait une activité physique et qu'on va éventuellement dériver sur de la compétition, il ne faut pas la changer.
des athlètes qui vont aller faire du sport n'importe où en France ou n'importe où dans le monde ont des routines de sommeil. Si on change ses habitudes, ça a un impact sur le sommeil, à la fois en termes de timing. Souvent, vous savez, les athlètes qui vont dormir dans les hôtels se disent la première nuit, j'ai pas bien dormi parce que j'avais pas mes points de repère. Donc voilà, il faut mettre en place un certain nombre de timings. Il y a aussi des exercices de relaxation et de travail sur soi et sur le souffle qui permettent de mieux s'endormir. Mais ça, on aura peut-être l'occasion d'y revenir dans une autre émission sur la notion de souffle et travail sur le stress. Évidemment, il y a un dernier point sur lequel j'aimerais qu'on revienne ensemble, Laurent. C'est un sujet qui nous tient à cœur ici à Radio Mercure, puisque c'est une performance qu'on a fait vivre à nos auditeurs pendant 3 jours d'affilée, et on l'a invité ensuite pour débriefer un peu sa prestation. C'est Cyril Blanchard qui a battu le record de l'Enduroman en juin dernier, qui est l'un des triathlons les plus difficiles au monde, les plus longs en tout cas. On rappelle 140 bornes à pied entre Londres et le port de Douvres. Il y avait 60 km à effectuer en nageant dans la Manche, ensuite 300 bornes à vélo entre Calais et Paris. En 61 heures, Cyril a dormi 3 heures à peine, alors que moi-même j'étais dans la caravane qui le suivait et j'ai dormi beaucoup plus que lui, puisque je dormais à peu près 7-8 heures par jour, on se relayait et tout entre nous. Quel regard vous portez sur ce genre de performance extraordinaire au sens propre du terme ? On est exactement dans ce que vous venez de dire, dans l'extraordinaire. Et la performance extraordinaire n'est possible qu'à partir du moment où on a eu une préparation qui amène à faire cette performance. Et Cyril a fait un gros travail avec François Duforest sur ces cycles du sommeil et qui a défini des timings en fonction évidemment de ce qu'il allait faire. C'est sûr que dormir en plein milieu de la Manche, c'est un petit peu compliqué, sauf Nassim comme vous quand on est sur le bateau. Et encore, je sais que sur le bateau, vous n'avez pas beaucoup dormi. Ça n'a pas été évident pour moi. Ça n'a pas été facile si ma mémoire est bonne. François Duforest a défini ses cycles de sommeil et a pu lui faire une espèce de rétro-planning en disant voilà, avec ce type d'effort, à tel moment, tu vas avoir rehaussé ton métabolisme, il va falloir le calmer, il va se calmer de telle heure à telle heure, et là, tu vas pouvoir en profiter après s'être hydraté, après avoir mangé correctement, puisque l'aspect nutritionnel qu'il a travaillé avec Anthony Berthoud a été fondamental aussi, évidemment, sur 60 heures d'effort. Cela va sans dire. Donc il a défini ces périodes dans lesquelles la récupération allait être optimale, et donc il a travaillé sur ce planning pour pouvoir dormir en disant voilà, quand tu vas avoir fini, alors je n'ai pas le timing en tête, il faudra le demander à Cyril, mais voilà, à l'arrivée de la course à pied, c'était la première épreuve, même si elle a duré de mémoire 13 ou 14 heures. C'était 14 heures. La course à pied, en fait, il s'était arrêté plus ou moins au milieu pour dormir une demi-heure. Voilà, donc là, ça a été calculé et défini par son coach du sommeil, donc François Duforest. Il aurait très bien pu pousser la machine et aller jusqu'au bout, parce que 14 heures, voilà, dans des ultra-trails, ça se fait couramment. Maintenant, l'objectif, il était aussi de traverser la Manche correctement et derrière de faire encore du vélo. Donc il fallait séquencer les 60 heures ou les 61 heures sur lesquelles il s'était fixé, en mettant des jalons et en mettant des bornes, en se disant là, t'as beau être bien physiquement, c'est la période idéale pour pouvoir prendre une petite demi-heure. Mais vous savez, les skippers sur le Vendée Globe qui s'est terminé il y a pas très longtemps sont exactement dans le même processus. À ceci près qu'ils ne sont pas forcément maîtres du timing, parce que ça va dépendre de la météo, ça va dépendre de pas mal de choses, des réglages du bateau. Mais quand la météo est plutôt bonne, que le bateau se comporte correctement, ils vont pouvoir prendre des petites périodes de repos, des petites siestes flash, des micro-siestes qui vont leur permettre de récupérer de façon très séquencée sur l'ensemble d'une journée et donc sur l'ensemble de la compétition. Ouais, et là, c'est encore pire puisque c'est sur du 40 jours, 50 jours, 60 jours pour ceux qui arrivent le moins vite. Et à chaque fois, c'est que des petites séquences de 20 minutes à peu près de sommeil par-ci par-là. Laurent, merci mais avec plaisir, d'être venu nous donner plein d'informations sur ce sujet, des bienfaits de l'activité physique sur le sommeil. On remercie également Christian Germain d'être venu sur notre plateau pour avoir parlé de la CCMO. Je le disais en introduction, la CCMO est notre nouveau partenaire sur Radio Mercure. On les retrouvera mardi 4 avril maintenant pour une nouvelle émission. On remercie Medinoise pour la technique et Jean-Claude Saint-Paul pour la prise de vue. Je vous rappelle que Ma Santé et moi sera rediffusé dès ce samedi à partir de 11h sur le 93 FM. Bonne journée à tous et au 4 avril pour un nouveau numéro de Ma Santé et moi.